Eh bien voilà, il est 19 heures, mesdames et messieurs. Bonsoir à tous et à toutes mes chers collègues. Mesdames et messieurs qui nous suivez sur les réseaux, la page Ville de Vambrochy. Nous nous réunissons aujourd'hui dans un contexte où les attentes vis-à-vis de l'action publique n'ont jamais été aussi fortes. À l'échelle nationale, les collectivités sont plus que jamais confrontées à des défis budgétaires, à des exigences accrues en matière de transition écologique, de sécurité et de services publics de proximité. À Vambrochy, naturellement, ces enjeux ne nous échappent pas. Dans ce cadre, notre mission est claire, continuer à bâtir une ville plus accessible, plus sûre et plus respectueuse de son environnement. Ce conseil municipal s'inscrit dans cette dynamique avec des choix budgétaires qui structurent et qui vont structurer notre avenir, avec des projets ambitieux d'aménagement urbain, un engagement constant pour maintenir une gestion responsable et transparente de nos finances. Face aux incertitudes économiques et aux tensions qui traversent notre pays, nous devons être à la hauteur des attentes des Vambrociens, à la hauteur de vos attentes, mesdames et messieurs. L'échelon local est un levier d'action puissant, capable de répondre aux préoccupations concrètes du quotidien, en matière de sécurité, en matière de cadre de vie, de logement, de mobilité, de soutien aux familles et aux associations. Ce soir, nous allons débattre de sujets essentiels, la structuration de notre budget pour 2025, l'amélioration de nos infrastructures, la consolidation de nos services municipaux et notre engagement pour préserver le patrimoine communal tout en le rendant plus fonctionnel et plus accessible. Des projets concrets qui témoignent de notre ambition pour Vambrochy et de notre volonté de construire une ville qui protège, anticipe et innove. Je sais pouvoir compter sur notre engagement collectif pour mener ces débats avec sérieux et responsabilité. Notre ville a besoin d'un cap clair, d'une action déterminée et d'un dialogue exigeant. Merci à tous et à toutes de m'avoir écouté pour cette introduction. Il est maintenant temps à notre doyen de procéder à l'appel. Monsieur Snowart. Bien, comme à l'habitude, je fais l'appel. Alors, Monsieur le maire, Monsieur Brognard-Sébastien. Présent. Monsieur Sass-Michel. Madame Galland, Christelle. Monsieur Prouveau, Jean-Philippe. Madame Drouler-Sorelli. Monsieur Lecourt, Cédric. Monsieur Viterbec-Laurent. Madame Notebar-Evelyne, Madame Spotben-Gwendoline, Monsieur Stanikevitch Alain, Madame Melbout Gisèle, Madame Chuffard-Lepé, Daniel, Monsieur Barbary Jean-Michel. Pouvoir. Monsieur Messmac-Michel, Madame Orman Véronique, Madame Tibérien Isabelle, Monsieur Lutin Louis, Monsieur Six Bruno, Madame Derosier Véronique, Madame Delot Stéphanie, Monsieur Tanis Romain, Monsieur Laë Stéphane, Madame Roqueta Paty, Monsieur Pureur Marc, Monsieur Léonard-Zic Vladimir, Monsieur Deberg-René. Je le savais. Madame Germain Dorothée. Monsieur Spadavecchia Georges. Monsieur Muté Olivier. Monsieur Dossi Tony.
Madame De France Chantal. Madame Vanout Michel. Présente. Et moi-même, Monsieur Snowart. Voilà, très bien. Merci Jean, merci Monsieur Snowart. Avant de débuter ce conseil municipal, vous avez tous et toutes reçu le procès verbal du conseil municipal du jeudi 28 novembre 2024. Y a-t-il des objections sur le compte-rendu que vous avez reçu? Ok, d'accord. S'il n'y a pas d'objection, je vais mettre ce compte-rendu au vote. Donc, madame, pour les personnes qui nous regardent, donc madame Van Kortenbosch est en train de ramasser les pouvoirs. Parfait. Donc, sur le compte-rendu du précédent conseil municipal, y a-t-il des objections, des remarques? Qui est contre? Qui s'abstient? Très bien. Nous allons pouvoir débuter ce conseil municipal avec la première délibération. Donc, les informations, naturellement, les décisions, je les passerai en fin de conseil. Première délibération, Monsieur Sass, une délibération qui est commune à tous les conseils municipaux maintenant, sur l'état du personnel. Voilà, donc une modification seulement sur cet état du personnel pour répondre aux besoins d'une ATSEM qui a réussi donc son concours et qui donc passera en ATSEM principale de 2e classe. Donc nous avons créé ce poste de manière à pouvoir donc la proposer. Y a-t-il des remarques? Je vais donc mettre cette délibération au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. La deuxième délibération de l'année 2025 concerne les contrats d'engagement éducatif que nous avions votés le 22 juin 2023. Madame Droulers avait porté cette délibération. Je lui donne donc la parole pour le complément sur la précédente délibération. Madame Droulers. Tout à fait, merci Monsieur le maire, bonsoir à tous. Donc voilà, c'est un complément à la délibération 2348 du 22 juin 2023 relative à la création et au recrutement des contrats d'engagement éducatif pour nos accueils collectifs de mineurs, ACM. Donc il est proposé, voilà, en complément de cette délibération, d'ajouter 2 points. En tout cas, la précision au niveau des recrutements des équipes d'animateurs qui doivent être constituées d'à minima 50% de personnes diplômées BAFA, BAFD ou équivalent, et de 50% maximum d'animateurs stagiaires en cours de formation ou équivalent, ou de personnes non qualifiées dans la limite de 20% pour ces derniers. C'est ici la spécificité. Et ensuite, d'ajouter également dans la grille de rémunération 2 types de forfaits. Le forfait soirée ado 2 heures à 20 € et le forfait soirée ado 3 heures à 25 €, ce qui permet en fait sur les centres de loisirs pour ados, il y a des soirées qui peuvent être organisées pendant la semaine et donc de permettre à ce qu'elles soient encadrées par nos contrats d'engagement éducatif de la semaine, je dirais, et pas uniquement par des animateurs annualisés. Voilà. Merci Madame Droulers. Y a-t-il des questions? Madame Germain. Je voulais juste une petite précision pour savoir si j'ai bien compris. S'il y a besoin de 4 animateurs, ça ne peut être que des personnes qui ont le BAFA ou qui sont en formation. S'il y a une personne qui est non qualifiée, ça sera uniquement s'il y a une 5e personne. Est-ce que c'est ça que j'ai bien compris? 20%, ça fait une personne en fait, hein, pour 5 accompagnants. Oui, donc ça veut dire que, donc ça c'est pour le premier point, hein. Oui. Sur une équipe de 4, on pourrait avoir 2 BAFA et un stagiaire, un non diplômé. Mais Bah, pas 2 non diplômés. Bah, ça fait C'est pas ça. 20% là, ça fait 25. Oui, dans ce cas-là, alors moi, je ne suis pas experte en pourcentage, donc ça veut dire qu'il n'y en aurait pas. Mais dans le cas d'une équipe de 5, c'est qu'il ne peut pas y avoir en fait 2 non diplômés. Il faut qu'il y en ait un stagiaire, un non diplômé. Les non diplômés sur les 50% restants, c'est maximum 20%.
Donc en effet, si on passe à 25 parce que le nombre au niveau de l'équipe est trop petit, à ce moment-là, il ne peut pas y avoir de non-diplômés. De toute façon, rares sont les fois où il y a 4 animateurs. Toujours Si, plus. pour un centre 4 x 12, 48, si, 48, ouais. les CM, ça se peut tout à fait. Oui, oui. Donc Ou 4 les ados. animateurs, ce sont que des compétents BAFA ou en formation BAFA. Ou Exactement. stagiaires, oui. Voilà, pour Merci. une équipe de 4, en effet. Merci. Y a-t-il d'autres questions? Alors, qui est contre cette délibération? Qui s'abstient? Merci. Monsieur Sass, la parole est à vous. Pour la 3e délibération, c'est une convention que nous signons régulièrement. Voilà, c'est une convention que nous avons signée en 2018 avec le CDG, de manière à avoir un apport, un soutien dans certaines fonctions que nous ne maîtrisions pas. Et donc, notamment au niveau de la sécurité des systèmes d'information, de la mise en œuvre pour la sécurité des systèmes d'information et l'accompagnement aussi de la mise en œuvre d'outils de la chaîne de dématérialisation. Par cette convention, le centre de gestion s'engage à nous mettre à disposition donc des agents avec une expérience adéquate, bien sûr, pour nous suppléer donc dans ces tâches. La mise à disposition est fixée à 50 € pour un besoin d'environ 6 heures par an. Donc, ce n'est pas quelque chose à laquelle nous avons fréquemment recours, mais ça peut être utile. Par an, 6 heures par an. Par heure, mais si, oui, 50 € par heure pour un maximum de 6 heures par an. Donc, ça nous coûte 300 €. Y a-t-il des questions sur cette délibération qui Et revient? c'est renouvelable tous les 3 ans, en fait. Non. Qui est contre? Qui s'abstient? Très bien. La délibération suivante concerne un projet qui a débuté il y a maintenant presque 6 ou 7 ans, puisque nous allons parler de la requalification de la mairie. Et dans la mairie, il y a ce parvis qui va donner la lisibilité au bâtiment. Et ce parvis était propriété de la ville. Et la MEL s'est engagée à faire les travaux de ce parvis. Et pour ce faire, naturellement, il faut lui rétrocéder. Donc, il faut lui rétrocéder pas que la partie du parvis. Alors, vous avez le plan qui s'affiche à l'écran derrière moi. Et vous avez effectivement des modifications de surface au niveau de votre dossier. Donc il y a plusieurs parties. Donc on va commencer par le départ. Le parking arrière est rentré en domanialité publique en 2017. Et avec ce parking est rentré en domanialité tout le chemin qui longe la mairie jusque la rue du 11 novembre. Comme vous pouvez le constater au niveau de l'écran, le parking va être quelque peu réhabilité également, puisque des places vont être déportées pour pouvoir avoir un cheminement logique qui conduit les piétons du parking de la mairie jusqu'à la rue du 11 novembre, puisque le chemin qui longe la mairie va devenir piéton. Donc on aura vraiment cette continuité du parking jusqu'à la rue du 11 novembre en piéton. Et de manière à ce que le chemin soit logique, vous voyez, ça va au plus droit possible. Donc la place qui était sur le chemin va être déplacée là où il y avait le chemin précédemment. Ce qui est intéressant également, puisque au niveau de la place de parking aujourd'hui, qui est neutralisée parce que les camions des entreprises l'ont banalisé, il y a les sondes de la mairie, si bien que les sondes pour la pompe à chaleur, si bien que cette partie sera protégée encore plus qu'elle ne l'est aujourd'hui. Je disais tout à l'heure qu'il y a des rétrocessions donc à faire. Donc nous allons rétrocéder le parvis donc, que vous pouvez voir en blanc sur l'écran,
Et sur ce parvis, il y aura donc un cheminement piéton pour les personnes valides et puis un cheminement qui sera un peu en biscornu pour les personnes en fauteuil. Il y aura une double accessibilité donc de chaque côté, du côté de la pharmacie et du côté de la pizzeria. Donc on pourra accéder, qu'on soit valide ou personne à mobilité réduite, des deux côtés. Ensuite, il y avait une partie qui avait été rétrocédée, je vous l'ai dit tout à l'heure, dans le cadre de la rétrocession de 2017. Ce sont ces parties qui sont... qui longent en fait et qui vont donner accès aux toilettes publiques, puisqu'il y aura des toilettes publiques dans le bâtiment. Donc là, nous allons rétrocéder, la MEL va nous rétrocéder cette partie. Et puis il y a également une partie qui se situe à l'entrée de la mairie, parce que le toit de la mairie s'avance sur le domaine public et ça, c'est interdit. Donc nous allons conserver cette partie-là. Et puis, au niveau de l'issue de secours, la porte s'ouvrant vers le parvis, c'est pareil, il faudra que ça reste dans le domaine de la commune. Et il y a une dernière partie qui restera propriété de la ville, c'est cette partie où l'ascenseur permettant l'accessibilité à l'ancien hôtel de ville sera installé. Et c'est la partie rectangulaire verte sur le mur qui est visible de la rue du 11 novembre, donc mur de l'ancien hôtel de ville. Est-ce qu'il y a des questions sur ce que je viens de dire? J'avais tout expliqué en commission. Monsieur Desbergues. Comme j'ai dit en commission, lorsque j'ai vu les vues et ce qui est prévu, notamment pour l'ascenseur de la future ancienne mairie pour accéder à l'étage supérieur, j'étais un petit peu surpris de la couleur des cages extérieures. Et surpris aussi que les bâtiments de France ont pu opter et autoriser ce genre de couleur. Moi, personnellement, ça me choque. Je tenais à le redire officiellement. Très bien. Alors, non seulement les bâtiments de France ont opté pour cette couleur, mais ils ont surtout poussé pour cette couleur parce que c'est la couleur des briques qui sont sur les croisillons de la tour qui mène au pigeonnier de l'ancien hôtel de ville. Donc c'est dans ce cadre-là que cette couleur a été choisie. Donc c'est les bâtiments de France justement qui ont insisté pour que cette couleur soit ça vous avait surpris un petit peu quand même, monsieur le maire, je l'avais senti. Non, ça ne m'a pas surpris. Au départ, j'ai été un peu effectivement surpris, mais quand on a l'explication des architectes qui sont et du patrimoine et des bâtiments de France, on ne peut qu'être convaincu par le projet qui va donner vraiment une belle dimension à cet ancien hôtel de ville. Enfin, moi, je parlais surtout de la couleur. Hein. Voilà, c'est ce qui... Mais bon, après, les goûts et les couleurs, monsieur Desbergues, vous savez, c'est très subjectif. Ah, ça, j'en conviens. Mais sur le coup, ça a été cette surprise-là, puisque je l'ai dit spontanément. Merci. Mais je vous en prie. S'il n'y a pas d'autres remarques ou d'autres questions, je vais passer au vote. Qui est contre ? Qui s'abstient? Merci. Je tiens par ailleurs à remercier la métropole européenne de Lille qui a fait un bel, on va dire un beau cadeau à la ville, parce que c'était pas forcément, comment je vais dire, d'usage qu'ils puissent reprendre ce parvis. Et le fait qu'on explique à la MEL voilà, qu'il fallait une continuité architecturale avec la mairie, avec l'ancien hôtel de ville, et puis le lien entre le parking de la mairie et puis la rue du 11 novembre, voilà, la MEL a pris à bras-le-corps ce dossier, et je tiens à les remercier ici pour la prise en charge et les travaux qui vont débuter d'ici une quinzaine de jours sur ce parvis. Merci en tout cas à tous et toutes. Monsieur Sass, je vous redonne la parole. On continue à parler bâtiment, patrimoine de la ville, avec la sollicitation de la Fondation du patrimoine pour une collecte de fonds concernant les travaux de l'ancien hôtel de ville. Merci, monsieur le maire. Même que s'il est indiqué rapport de monsieur le maire, je suis tout à fait content de présenter cette délibération.
Donc, écoutez, nous allons solliciter la Fondation du patrimoine pour notre ancien hôtel de ville de 1868, qui est un bâtiment tout à fait remarquable, puisque c'est un des rares de cette forme-là et de cette architecture qui subsiste dans le nord de la France. Les travaux, bien sûr, c'est la restauration des façades, des vitres, surtout une mise en conformité au niveau donc, des économies d'énergie, puisque ce bâtiment, on le sait, tous ceux qui l'ont utilisé pour des réunions ou autres ont vu que c'était quand même quelque chose qui était ultra difficile de chauffer et puis de maintenir. Donc il y a tout un tas de travail à faire sur ce bâtiment pour le rendre donc, si j'ose dire, écologique. Et puis surtout le préserver, sinon la pluie et le mauvais temps aura vite fait d'en avoir raison. Pour cela, nous allons donc solliciter la Fondation du patrimoine qui nous permettront donc de recevoir des fonds, bien sûr, des bâtiments, des établissements, mais aussi donc du particulier qui pourront tout à fait faire des donations donc, pour restaurer ce bâtiment. Peut-être ajouter, Monsieur Sass, que ça sera pour tout ou partie des travaux, et puis si en priorité sur la toiture, et si on a assez pour travailler sur l'isolation du rez-de-chaussée, la rénovation des vitraux et la réfection du perron. Y a-t-il des questions? Y a-t-il des abstentions? Des votes contre? Merci. Vous voyez, Monsieur Sass, ça a permis de vous échauffer puisque la délibération suivante est encore pour vous, puisque nous allons parler APCP, autorisation de programme et de crédit de paiement. Voilà. Alors là, aujourd'hui, nous n'allons pas parler de toutes les autorisations de programme et crédit de paiement, mais seulement de celles qui touchent donc notre hôtel de ville. Pourquoi? C'est parce que grâce aux délibérations que nous avons passées en décembre, nous pouvons travailler sur la plupart des marchés, puisque nous avons 25% des crédits ouverts qui sont disponibles. Mais pour la mairie, bien entendu, ces 25% ne sont pas du tout suffisants, puisque nous avions 400 000 € de prévus sur le budget 2025 dans les APCP, et compte tenu du retard et des factures qui n'ont pas été réglées sur 2024, nous devons passer ce crédit de 400 à 1 400 000. Ça nous permettra de payer les factures au mois de janvier, du mois de février, qui seront présentées. Donc cet APCP, au niveau de l'article 23.13, qui est le principal, passera à 1 400 000, mais nous mettons aussi 3 autres articles pour permettre donc l'aménagement intérieur de cette mairie. Au 21 838, 16 000 € pour du matériel informatique et de bureau, pour uniformiser un petit peu le matériel de chaque poste. Du mobilier, parce que bien évidemment, le mobilier qui a été transféré de l'ancienne mairie, enfin de la mairie à rénover vers le Château Rouge, admet un démontage, 2 démontages, mais 3, ça commence à faire dur. Donc on prévoit 95 000 € pour ce mobilier, et pour le petit matériel, 7 400 €. Y a-t-il des questions, des observations? Monsieur Muté. Oui, bonsoir. Désolé pour le retard. Je me posais la question, les 4,7 millions donc, prévus en APCP ne comprennent pas la rénovation de l'hôtel de ville de 1868. Ce sera une autre ligne d'APCP. C'est une autre ligne, c'est un autre programme. Merci. Merci, Monsieur Sass. Qui est contre cette délibération? Qui s'abstient? Merci. La délibération suivante concerne le centre de supervision urbain pluricommunal. Non? C'est quoi? Oh, pardon. Alors, pourquoi ai-je changé? Eh oui. Madame Droulère, je vais vous redonner la parole puisque nous allons
à nouveau compléter une délibération qui avait été prise précédemment, celle du 27 juin 2024, concernant la révision des tarifs de la restauration municipale, des accueils de loisirs, de la ludothèque, des garderies et des études dirigées. Madame Drollers. Merci, monsieur le maire. Oui, tout à fait. D'ailleurs, nous avions en juin 2024 intégré les tarifs de la ludothèque dans cette délibération qui reprend tous les tarifs de la mairie. Et c'est d'ailleurs au niveau de la ludothèque et des tarifs de la ludothèque que nous souhaitons faire un complément, vu que la ludothèque a été sollicitée par une association qui œuvre auprès des personnes porteuses de handicap et pour l'inclusion, afin qu'ils puissent bénéficier des jeux de la structure pour améliorer leur pratique. Donc j'ai souhaité répondre favorablement à leur demande. C'est pour ça que en tout cas on vous propose d'ajouter un tarif pour permettre leur adhésion sous convention, qui est fixé au même tarif que les associations qui œuvrent dans le cadre de l'aide sociale à l'enfance. Tout cela pour que en tout cas pour que ce soit bien délimité, que ça ne mette pas non plus en péril le nombre de jeux présents dans la ludothèque. Donc il est rajouté comme suit: des prêts de jeux par convention uniquement, fixant le nombre de jeux en prêt par période et dans la limite du bon fonctionnement de la structure et d'une mise à disposition de jeux résiduels suffisante au sein de la ludothèque. Donc association œuvrant dans l'aide sociale à l'enfance, 150 € par an. Et nous ajoutons donc les associations œuvrant pour les personnes en situation de handicap et l'inclusion, le tarif de 150 € par an également. Voilà, monsieur le maire. Merci. Y a-t-il... Madame de France. Merci. Alors, cette délibération nous a interpellés et suscite quelques interrogations. Vous faites tout d'abord état de conventions à conclure pour le prêt de jeu au profit d'associations œuvrant, je cite, dans l'aide sociale à l'enfance. De quoi s'agit-il? D'associations d'intérêt général liées à l'aide sociale à l'enfance départementale ou d'associations proposant des animations aux enfants? La question est similaire pour les associations œuvrant, je cite toujours, pour les personnes en situation de handicap et de l'inclusion. Ces associations sont-elles ou non reconnues d'intérêt général? Dans les deux cas, s'agit-il d'associations vombrocitaines ou pas? Vous comprenez bien que le libellé est suffisamment flou pour permettre toutes les interprétations. Sur le fond, ensuite, nous avons bien compris que ces associations bénéficieraient du prêt de jeu, passez-moi l'expression, s'il en reste, et si ça ne gêne pas le fonctionnement de la ludothèque. Alors, de deux choses l'une, où il s'agit réellement d'associations d'intérêt général, et c'est pour le moins curieux qu'elles soient reléguées au dernier rang, et nous trouvons encore plus curieux qu'on leur demande de verser une cotisation de 150 € lorsqu'on connaît les difficultés financières que rencontrent aujourd'hui ces associations. Et j'en parle en connaissance de cause concernant l'aide sociale à l'enfance. Où il s'agit d'associations d'animation classiques, et dans ce cas, pourquoi les différencier des autres associations? Merci de votre réponse. Merci Madame de France. Alors je suis surprise par vos questions au niveau de l'aide sociale à l'enfance, parce que c'est une ligne et c'est un ajout qui a déjà été délibéré au mois de juin. Néanmoins, je peux vous répondre, en effet, c'est les... Pourquoi le remettez-vous dans ce cas? Parce qu'il est repris en tout cas juste les quelques lignes au niveau de la délibération du mois de juin, sur lesquelles on souhaite rajouter un tiret. Donc c'est pour ça qu'on a rajouté, en effet, mais l'aide sociale à l'enfance, c'est quelque chose que nous avons délibéré au mois de juin. En tout cas, c'est les structures, c'est ce que j'avais pu dire au mois de juin, c'est une structure de Quesnoy-sur-Deûle qui accueille des enfants de l'aide sociale à l'enfance départementale. Donc c'est dans ce cadre-là que c'est ajouté, qui nous a sollicité. Et donc, là, à ce moment-là, au mois de juin, nous avions aussi répondu favorablement à leur demande et donc créé un tarif pour pouvoir le permettre. Aujourd'hui, ce sont les ateliers GEMAP, en l'occurrence. Et donc, c'est pour ça que nous avons repris au niveau du terme association œuvrant pour les personnes en situation de handicap et l'inclusion. Ce qui est sûr, c'est qu'au mois de juin, nous n'avions pas spécifié qu'elles soient vombrocitaines ou pas, puisqu'il n'y en a pas des structures qui œuvrent dans le pour l'aide sociale à l'enfance à Vambrechy. Et donc,
nous n'avons pas non plus remis une délimitation de territoire pour les associations œuvrant pour les personnes en situation de handicap ou l'inclusion, mais néanmoins, pour permettre toujours à ce que la structure fonctionne correctement au niveau de la commune et pour les usagers, les premiers usagers qui sont les Vambrocitains, qui contribuent au budget communal. C'est pour ça qu'il est rajouté juste par précaution et pas pour s'il en reste, dans la limite du bon fonctionnement de la structure et d'une mise à disposition jeu résiduelle suffisante au sein de la ludothèque. C'est juste dans ce cadre-là où, j'en ai parlé encore cet après-midi à Madame Dumoulin, qui est notre responsable de la ludothèque, s'il le fallait, parce que les conventions sont signées pour des prêts de 8 jeux à la fois, de se restreindre à 6, s'il le fallait, pour qu'en effet, il puisse y avoir toujours une offre suffisamment suffisante. Alors oui, résiduelle, c'est pas s'il en reste, mais c'est suffisamment suffisante pour que tout le monde puisse bénéficier des jeux, tant les usagers que nos mercredis récréatifs, nos centres de loisirs, les camanettes, l'aide sociale à l'enfance, le handicap, l'inclusion. Et en effet, donc, ça permet de pouvoir, s'il le fallait, leur demander de décaler leur demande. Cela dit, justement, Madame Dumoulin me disait encore cet après-midi que ça n'arriverait certainement jamais, puisqu'en fait, à chaque fois, ce sont des associations ou des structures qui veulent travailler un sujet particulier, un jeu particulier, une cohésion, travailler une difficulté au niveau d'un handicap qui soit visible ou invisible, etc. Et que donc les demandes étant tellement spécifiques que le type de jeu aussi, et donc il n'y aurait pas à dire, en fait non, il n'y aurait pas assez de jeux, on ne peut pas vous en prêter. Voilà. Et pour vous dire, oui, pourquoi est-ce que, si la mission est si belle, fixer un tarif, parce que, voilà, comme je pouvais vous dire, ce ne sont pas forcément des associations vambrocitaines et en tout cas, ce ne sont pas des particuliers ou des entreprises qui contribuent au budget de la ville. Tout ne peut pas être gratuit. Et donc, comme en juin, nous avions fixé un tarif de 150 € pour des structures un petit peu plus grosses que des particuliers, nous fixons le même tarif pour cette nouvelle situation. Voilà. Moi, je voudrais simplement dire que si résiduel n'a pas d'intérêt, on peut tout à fait l'enlever de la délibération sans difficulté. Pour ce qui me concerne, et je n'engage que moi en l'occurrence, je n'engage pas forcément mes petits camarades, je trouve franchement regrettable de demander une cotisation à des associations qui sont aujourd'hui, pour certaines, exsangues. Donc voilà, je ne suis pas favorable à cette disposition. Bon, juste pour rappel, quand même, le 27 juin 2024, c'était voté à l'unanimité, Madame de France. C'est juste histoire d'être cohérent avec... Vous savez, Monsieur le maire, depuis le 27 juin, les choses ont beaucoup changé dans ce domaine. Oui. Beaucoup. Très bien. Et je voulais juste rajouter que effectivement, et c'est pas si, les jeux dans ce type de structure ont une réelle vocation éducative et pédagogique. C'est aussi un outil formidable d'accompagnement à la parentalité. Et c'est pour ça que, pour ma part, je trouve aussi que la notion de jeu résiduel est malheureuse. C'est un terme qui est vraiment malheureux. Et qu'aujourd'hui, ces associations sur le choix des jeux sont plutôt prioritaires par rapport à leur objectif pédagogique d'utilisation de ces jeux auprès des enfants et des familles. Donc, pour ma part, je voterai contre également. On peut simplement enlever résiduel. Si résiduel vous gêne, on l'enlève. Il n'y a vraiment pas de... Et je suis d'accord sur le fait que ces associations-là, dans le contexte aujourd'hui financier, ne devraient pas être obligées de payer une cotisation. Oui. Mais bon, ça, je suis désolé, mais la ludothèque doit aussi fonctionner. Et notre contexte est aussi compliqué, vous savez, mesdames. Bon, en tout cas, si le terme résiduel vous ennuie, on l'enlève. Très bien. Donc, j'ai bien noté que Madame Germain votait contre. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui votent contre cette délibération ?
Donc on s'abstient. Très bien. Alors, Monsieur Spadavecchia, vous faites quoi? Très bien. Donc 6 et voilà, ils ont deux très bien. Monsieur Pureur vote Oui, oui. pour. Ah, ok, très bien. Madame contre, très bien. Alors, il y a des abstentions. Madame Paqueta, c'est abstention. Madame Paqueta, c'est abstention, très bien. Alors, c'est OK pour vous, Séverine? Très bien. Alors, on fait le résumé? On vérifie. 7 abstentions. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et le reste pour. La délibération suivante concerne la désignation donc, de représentants de la commune au sein de l'entente, entente que nous avons votée lors du précédent conseil municipal. Et dans cette entente, vous vous souvenez qu'il y avait trois vambrocitains membres de cette entente. Le maire est un membre de droit et il convient de désigner 2 autres membres pour participer donc au débat de cette entente. Je n'ai eu que 2 candidatures, celle de M. Witterbeck et M. Sass. Est-ce que ça vous ennuie de voter à main levée concernant de... Non? Mais je voudrais peut-être faire une remarque. Allez-y, M. Spadavecchia. Monsieur le maire, il ne nous appartient pas de désigner qui, au sein de votre équipe, siégera dans l'entente intercommunale pour la gestion de ce CSU. C'est notre avis. Pour autant, nous sommes favorables à tout ce qui va dans le sens d'une amélioration de la sécurité des citoyens des Vambrocitains. Je rappelle d'ailleurs qu'en son temps, c'est moi qui ai mis en place les premières caméras de vidéoprotection à Vambrochy et qui ai milité le premier pour l'armement de nos policiers municipaux. Donc, je ne vais pas aujourd'hui dire que je suis contre certaines choses qui vont dans le bon sens. Pour autant, qui dit sécurité, dit policiers municipaux sur le terrain, disponibles pour être derrière les caméras en temps réel. On nous a rapporté, les réseaux sociaux s'en sont fait l'écho, des dysfonctionnements graves au sein de la police municipale, notamment suite à des sanctions que vous auriez prises. Les arrêts maladie au sein de ce service semblent se multiplier, je suis prudent, ce qui est quand même la preuve d'un malaise au sein de notre police municipale. Nous souhaitons en savoir plus à ce sujet, monsieur le maire, d'autant plus qu'il semble que le malaise touche également des agents d'autres services dont on évoque des burn-out. Merci de vos réponses. Merci. Alors, sans aucune polémique, Monsieur Spadavecchia, je sais que vous êtes adepte. Vous l'avez dit, il faut être prudent. J'ai pas entendu. Sans aucune polémique, ouais. Je vais vous répondre. Ah ben c'est pour ça que je vous pose la question. Vous avez dit les mots justes, réseaux sociaux, prudence. Voilà, donc il ne faut pas écouter les réseaux sociaux. Je sais que aujourd'hui, tout le monde est maire. Hein. On a beaucoup de maires sur les réseaux sociaux. On a beaucoup de gens qui savent tout sur tout. Je l'ai dit au vœu. On a des spécialistes partout de la police municipale. On a des spécialistes en ressources humaines. On a des spécialistes en voirie, en travaux, en sport. On a tout le monde est spécialiste de tout. En psychologie. Ah, c'est bien. Là, vous faites l'écho de choses qui sont fausses, donc je tiens à rétablir la vérité. Je ne sais pas de où vous sortez que dans mes équipes, il y a des burn-out. Je ne sais pas. Là, aujourd'hui, on a des agents, effectivement, qui sont en arrêt maladie. Ils rentrent la semaine prochaine, monsieur Spadavecchia. Donc vous pourrez les voir la semaine prochaine circuler en voiture. Rassure, monsieur. Voilà, c'est tout. Donc je tiens à rassurer tous les Vambrocitains. Voilà, il y a des arrêts maladie. Comme dans tous les métiers, il y a des arrêts maladie qui ne sont pas liés à ce que vous dites. En tout cas, vous spéculez sur des choses qui ne sont fausses. Voilà, donc je tiens à rétablir la vérité. Nos agents rentrent lundi. Oui, bon. Voilà, donc il ne faut pas vous fier aux réseaux sociaux. Ne regardez pas. Ah oui. Et bon, d'accord. Enfin bon, en tout cas. Il y a des pages polémiques. Il semble quand même qu'il y a un problème. Et il y en a d'autres. Bah, il semble. Vous voyez, vous dites vous-même. Il semble. Je ne l'affirme pas. Je vous pose la question. Il semble, ouais. Il semble plein de choses, vous savez. D'accord. Voilà.
Merci. Mais je vous en prie. Monsieur Deberg. Depuis 15 jours, 3 semaines, quel est l'effectif réel présent pour assurer la sécurité des Vambrocitains et ne pas être le maillon faible du fameux CSU? Alors, on a 3 personnes là qui sont présentes. Physiquement? Oui, physiquement. Donc le maillon faible du CSU, le CSU, c'est la mise en place, c'est pas aujourd'hui, hein, Monsieur Deberg, donc on a le temps. Non. La sécurité des Vambrocitains est assurée comme il faut. En plus, on a une entente intercommunale qui fonctionne très bien avec les villes de Marquette, Saint-André-la-Madeleine. Il n'y a pas de problème là-dessus. Les Vambrocitains sont en parfaite sécurité, soyez-en rassurés. Parce que lors de la rencontre avec les riverains, régulièrement, il y avait toujours la présence d'un policier municipal, donc ça m'a surpris. Mais si vous voulez, c'est sûrement lié aux absences? Pas du tout. Là, j'ai demandé à ce qu'il n'y ait plus d'agents parce que c'est le samedi et c'est voilà, leur présence est sur le terrain, pas avec nous, et sur le terrain. C'est que le samedi, des fois, on a quelques perturbations en centre-ville. Donc je préfère qu'il soit sur le terrain plutôt qu'avec nous. D'accord. Donc on risque de revoir... Et il y a toujours M. Witterbeck qui est là pour répondre aussi aux questions sécurité et qui relaie vers les agents. Est-ce qu'il y a eu des départs dernièrement, des gens qui sont arrivés récemment dans cet effectif-là? Un agent qui va devenir chef de poste là. D'accord. Voilà. Et Excusez-moi, ça n'était pas Madame Garin qui était chef de poste? Il a eu concours. Donc il sera chef de poste ailleurs. D'accord. Vous dites que Mme Garin va nous quitter, c'est ça? C'est vous qui venez de le dire, je ne sais pas. J'ai jamais dit ça. Parce que comme on la voit plus... elle est en arrêt maladie, monsieur Deberg. Voilà. On a l'espoir de la revoir. Bien sûr. Ok. Merci. Je vous en prie. Donc je vais mettre cette délibération au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Alors, c'est la Monsieur délibération. Pureur est pour. Hein. Merci. La délibération suivante concerne la fiscalisation des contributions communales. Chaque année, nous votons cette fiscalisation qui nous permet de faire partie du SIGAL, le syndicat intercommunal pour la gestion de l'aérodrome de loisirs. C'est une délibération annuelle. Qui est contre cette délibération? Monsieur Muté. Oui, excusez-moi. Comme ce n'est pas passé en commission et que je n'ai pas vu le rapport justement du syndicat, du comité du 13 décembre, j'ai peut-être loupé quelque chose. Oui, vous l'avez loupé, c'est Madame Vanout qui l'a présenté au dernier conseil municipal. Bon, désolé. Alors, juste la question de la fiscalisation. Comment ça se concrétise réellement? Est-ce que c'est une nouvelle ligne sur les feuilles d'impôt ou... Non, c'est une ligne qui a cours depuis une vingtaine d'années, je dirais. Donc en fait, elle est calculée en fonction de plusieurs critères. Le premier critère, c'est l'espace physique. Donc la ville de Bondu a énormément de points par rapport à ça, puisque la majeure partie du SIGAL est sur la ville de Bondu. Ensuite, il y a l'attractivité, tout ce qui est espace vert sur, sur la partie de la ville. Ensuite, vous avez tout ce qui est survol des avions. Donc ça amène des points. Il y a 5 critères qui amènent des points et ça donne un taux. Nous, notre taux, c'est 17,8% de mémoire. Combien ? 17,32%. Voilà, oui, donc c'est une ligne effectivement sur les impôts, mais que vous avez voté depuis déjà une dizaine d'années, hein, Monsieur Muté. D'accord. Non, mais je voyais pas, j'arrive pas à comprendre en fait la différence entre la contribution budgétaire et là la aujourd'hui, fiscalisation on de la dit est-ce que on est d'accord pour qu'il y ait une ligne au niveau des impôts des Vambrocitains? Elle n'existe pas. Bah voilà. Elle n'existe donc pas. Si je peux me permettre, c'est le même système que pour le CIVOM Alliance Nord-Ouest. D'accord. Donc il y a deux façons de cotiser, si j'ose dire, dans un CIVOM.
soit par fiscalisation, soit par imputation budgétaire. Donc, la Bondu contribution le faisait toujours de budgétaire deux jusqu'à façons. présent, donc, la ville participait au budget du Non, CIVAM. non. Mais ça, Mais monsieur, je n'ai jamais vu enfin, cette ligne sur depuis ma feuille 2000, d'impôt. vous avez c'est pour été ça. élu Mais combien si. de temps, monsieur Mutet? Enfin, je suis désolé de vous le dire, hein, mais ça fait 10 ans que vous votez cette délibération. 15 ans. 15 ans, hein. Et- Enfin, Oui, il n'empêche Et que... c'est parce qu'elle n'est pas détaillée sur ta feuille d'impôt, mais elle est dans les syndicats. Tu C'est as la l'ensemble des commune, syndicats. tu as les machins, et tu as les syndicats. Les syndicats de communes, c'est là-dedans. C'est les 3-4% qui... Donc, qu'est-ce qui change dans cette bah, délibération rien, on acte le fait qu'on maintient la ligne en l'état, c'est tout, même de France. Mais vous, c'est encore plus. Vous avez été élu plus longtemps que Mais monsieur c'est Mutet. pas la question, mais ça veut dire que j'ai bien compris que C'est fou, ça. le montant était dans la ligne CIVOM sur la taxe foncière. Bah voilà. On a bien compris. Enfin, dans la ligne C'est ça qu'on syndicats, multiples, etc. Mais ce que je n'arrive pas à comprendre, c'est ce qui change au travers de cette Il délibération. n'y a rien qui change. C'est toujours la même. Ça fait 20 ans que vous votez la même délibération, madame de France. Enfin, je suis désolé de vous le dire. Et on la revotera l'année prochaine. Là, on a l'impression que c'est quelque chose de nouveau. Mais c'est obligatoire. Mais non, c'est pas nouveau. Si vous voulez, reprenez celle de l'année dernière, il y a 2 ans, il y a 3 ans. Et si vous avez les archives quand vous étiez élu, vous l'avez voté aussi. Je sais pas, je comprends pas votre question. Bah, non, mais C'est la loi, on doit délibérer pour admettre que nous sommes fiscalisés pour le cigale. une délibération d'ordre. donc. Je comprends pas. On a le droit à l'erreur, monsieur le maire, de ne pas Ah mais non, mais forcément y a pas se de problème. souvenir de toutes les délibérations que l'on vote chaque année et de voir que celle-ci est répétitive Pas de souci. et qu'effectivement, Enfin, quand ça fait 20 ans, quand merci même, de reconnaître qu'on peut et pas nous critiquer par rapport Mais à c'est ça. pas une critique. Ça veut dire que justement, on regarde les lignes de vos C'est- délibérations c'est- pour savoir si on a bien compris et c'est plutôt élogieux. C'est pas une critique, Madame Germain, mais ça, si vous voulez, ça m'interpelle. En ayant été pendant longtemps dans ça veut dire qu'avant vous regardiez pas les délibérations, c'est ça que ça veut dire techniquement alors. On va s'arrêter comprends là pas. parce que ça sert à rien. Mais non, mais je comprends pas. Mais non, mais- Vous nous dites, mais il y a aucune critique. Vous ne cherchez jamais la polémique, mais franchement, là, Bah, Monsieur Mutet. quand même. Non, mais on va arrêter, s'il vous plaît. Bon, on va arrêtons. passer au Très vote, bien. et puis voilà. Allez. Je demandais un simple renseignement, je ne comprenais pas la situation. Très C'est bien. tout. Arrête. Il n'y a pas de changement par rapport aux 20 dernières années. Qui est contre cette délibération? Qui s'abstient? 2 abstentions. Alors le cigale, c'est important. Enfin, je le dis à l'ancien conseiller délégué à la sécurité, le cigale est important parce qu'il nous permet de répondre à la loi sur les gens du voyage. Donc là, s'abstenir, c'est quand même... C'est-à-dire que demain, on sort du cigale, on n'est plus en règle avec la loi. Je tiens juste à le dire. Merci, en tout cas. Nous allons passer, monsieur Sass, à la grosse délibération. Enfin, ce n'est pas une délibération, on va acter un débat. Le débat d'orientation budgétaire. Monsieur Sass, la parole est à vous. Donc, avant de faire le débat, bien sûr, on va faire un rapport d'orientation budgétaire. Et ces orientations, on peut les résumer en quelques mots. Les recettes de fonctionnement sont stables, pour ne pas dire stagnantes. Les dépenses sont essentiellement de fonctionnement maîtrisées dans leur ensemble, même si nous notons des augmentations donc, de la gestion du personnel, parce que c'est évident que lorsque nous avons des absences dans le monde du personnel, nous avons des effectifs qui ne sont pas comparables à certaines communes voisines, comme Marquette ou comme Marc-en-Barœul, qu'on aime bien prendre en exemple. Nous avons, nous, environ 130 personnes en temps effectif complet. Quand on regarde Marc-en-Barœul, on a 553. Alors évidemment, quand Marc-en-Barœul a 10 absences, avec les 540 qui restent, on peut toujours bloquer. Nous, quand on en a 10 qui manquent, on est obligé de prendre des contrats à des durées déterminées et qu'il faut payer. Et on paye donc deux personnes à la fois pour le même travail. Donc, c'est quelque chose qu'il faut quand même savoir et reconnaître. Au niveau de l'investissement,
Nous avons en route pas mal de projets. Les recettes sont toujours aussi minimes puisque le SCTVA va avoir une légère diminution. Les subventions, vous savez très bien qu'on n'est pas sûr du tout que l'État sera en mesure de continuer à subventionner nos futurs projets, ne serait-ce que le fonds vert qui va diminuer. Non, le fonds vert est maintenu, me semble-t-il. Le fonds vert est maintenu et c'est la décile qui diminue. Il y en a un des deux. Le fonds vert diminue. Oui, il passe de 2,5 millions à 1 million si mes souvenirs sont bons. Donc, au niveau pour parler rapidement des résultats de 2024, 2024 va avoir donc un excédent d'un peu moins d'1 million au niveau du fonctionnement et un tout petit peu plus d'1 million donc au niveau de l'investissement. Bon, cet excédent en investissement est dû par la prise de retard dans les travaux essentiellement de la mairie, puisque nous avons fait un emprunt en fin d'année pour couvrir donc les frais de ces travaux et nous n'avons pas reçu les factures, donc l'emprunt n'a quasiment pas été utilisé. Bon, ce qui nous permet donc d'avoir un excédent et de ne pas devoir donc pomper dans les excédents du fonctionnement pour couvrir les restes à réaliser qui sont quand même relativement importants à ce niveau. Nous pouvons donc repartir globalement, compte tenu du déficit de l'année 2023, avec un excédent d'environ 600 000 euros du côté de l'investissement et d'un peu plus de... Là, j'ai c'est bon. D'un peu plus de 3 millions donc en fonctionnement. Au niveau donc essentiellement des travaux d'investissement, nous avons en chantier la mairie, bien entendu, les enfouissements de réseau que nous faisons tous les ans depuis donc de nombreuses années. Là, il faut compter environ 500 000 euros. Pour l'hôtel de ville de 1868, pour l'année 2025, nous prévoyons environ 400 000 euros. Pour la Fondation Ledoux, et là, c'est donc 1,5 million. Et pour la mairie, nous en avons parlé tout à l'heure, environ 1,4 million. Ce qui nous fait à peu près au chapitre 23, qui regroupe tous ces travaux, environ 3 800 000, ce qui est sensiblement la même chose qu'en 2024. Au niveau du chapitre 21, essentiellement investissement, puisque je parle là-dessus, ça sera à peu près le même montant qu'en 2024 aussi. Donc ce sont des budgets qui sont très sensiblement semblables, puisque une augmentation de 200 000 à 300 000 sur le fonctionnement. Au niveau de l'investissement, il y a une quasi-stabilité, puisqu'on passe de 8,2 millions à 8,1 millions. Donc vous voyez, on continue et on maintient donc un rythme qui est le même depuis quelques années. Au chapitre 70, nous avons enregistré une belle augmentation qui est essentiellement due d'une part aux tarifs qui ont été révisés l'année passée, mais aussi par une grande fréquentation donc, de nos services et notamment de la cantine scolaire. La fiscalité a légèrement augmenté. De toute façon, tout le monde le sait et tout le monde me le rappelle à qui mieux. Nous avons augmenté les impôts l'année passée. Rassurez-vous, nous n'allons pas les augmenter ni cette année ni l'année prochaine. Que dire de plus ? À part si on passe, oui, de ce côté-là, j'aimerais bien de ce côté-là. Là, ce sont donc des mesures générales donc, qui sont appliquées aux collectivités, à la suppression de la CAVE, le plafonnement,
La DGF qui est au même niveau que 2024, bon, là c'est peut-être une bonne nouvelle parce qu'on risquait de l'avoir baissé. Le taux du SCTVA qui baisse d'un point et demi. Le fonds vert, j'en ai parlé. Les investissements donc locaux des CIL au même niveau que 2024, 1 milliard d'euros. Et le taux de participation au financement de la CNRACL qui progresse de 3 points sur les 4 ans. Ça fait donc pas mal de contraintes et qui vont se retrouver eux aussi dans le chapitre 12. La stabilisation des dotations de l'État, j'en ai parlé. L'augmentation des cotisations de retraite, nous en avons parlé. Alors les contraintes internes, c'est un patrimoine immobilier qui est vieillissant. Ça, on peut pas le nier. Nous avons fait donc appel à un organisme qui nous a fait donc un inventaire général de tous les bâtiments donc de notre commune, avec les travaux à prévoir, et il est sûr que dans les prochaines années, il y a pas mal de bâtiments qui vont devoir faire l'objet de travaux. Nous avons donc un autre projet qui est celui donc de la couverture donc du tennis, qui va nous permettre également de revoir toute l'étanchéité et peut-être même carrément la toiture donc de cette salle hein, qui date maintenant de 20 ans. Il y a eu très peu de travaux d'effectués dans cette salle et donc bien sûr là il y a eu un malheureux une malheureuse chose qui s'est passée donc lors d'un championnat où les gens ont dû intervenir par eux-mêmes sur des inondations et c'est sûr que bon 20 ans sur une toiture il y avait peut-être des travaux à faire. C'est ce que nous allons donc entamer dès cette année en études et l'année prochaine pour les terminer. Au niveau des recettes, je les ai la DGF, stabilisation. Donc je ne vois pas grand-chose d'autre à vous annoncer au niveau chiffres. Hein. Les comparaisons que vous pouvez voir à l'écran, la population, nous, par rapport à notre strate, est inférieure. Le potentiel financier est lui aussi inférieur par rapport à la strate locale ou nationale. Les revenus par habitant, là, nous défendons pas mal, puisqu'on est largement au-dessus, hein, puisqu'on est à 20 000 euros annuels par habitant, alors que pour la MEL, c'est 15 000, et au niveau de la strate nationale, c'est 16 000 euros. Le potentiel fiscal, on est un poil en dessous, hein, puisqu'on est à 958 par rapport à la MEL qui est 1070, et non, c'est le contraire, la nationale 1070 et le CPI 991. Alors une question m'avait été posée lors de la commission, c'était la différence entre le potentiel fiscal et le potentiel financier. Alors bon, je vous demande de vous accrocher un tout petit peu. Le potentiel fiscal d'une commune est un indicateur de sa richesse fiscale. Ça, jusque-là, tout va bien, on avait compris. Il est égal à la somme que produiraient les 4 taxes directes. Ils ont encore tenu compte des 4 taxes. Hein. De cette collectivité, si l'on l'appliquait aux bases communales, de ces 4 taxes, le taux moyen national d'imposition de chacune de ces taxes. On prend les nôtres, on applique à nos bases les taux nationaux et on voit si on peut avoir une richesse, c'est-à-dire qu'on peut faire davantage de recettes en appliquant les taux nationaux. Pour être considéré comme ayant un potentiel financier par habitant supérieur au plus à 5% de la moyenne du groupe démographique correspondant, une commune doit avoir un effort fiscal compris entre l'effort fiscal moyen des communes du même groupe démographique et 85% de cet effort fiscal moyen. Alors, j'ai la définition. Maintenant, s'il y a quelqu'un qui peut être plus précis. Moi, je pense à Mesdames Broda et Lemire. Bon courage, mesdames. Alors, la différence avec le potentiel financier par habitant.
Bon, lui, c'est un indicateur qui permet de mesurer la capacité d'une commune à mobiliser des recettes fiscales. Il est calculé en multipliant le taux moyen d'imposition de la strate par les bases de la collectivité, là on y reste pareil, puis en y ajoutant la dotation forfaitaire de la dotation globale de fonctionnement pour être considéré comme ayant un potentiel financier par habitant supérieur au plus à 5% de la moyenne du groupe démographique correspondant. Il doit avoir le même effort que pour l'autre. Mais on ne part pas donc des mêmes choses. Alors je ne sais pas si ça vous a renseigné, mais je peux te passer la feuille pour que tu la lises à tête reposée. Là, je ne sais pas si c'est lisible pour l'ensemble, donc là c'est bon. Bon. Donc là, c'est une vue d'ensemble pour se projeter sur l'avenir donc de Vambrochy. Vous avez donc les recettes de fonctionnement, les dépenses de fonctionnement et l'épargne but, la CAF. Et donc, vous pouvez voir qu'on a prévu jusqu'en 2028 quelques emprunts nouveaux pour réaliser donc les différents travaux. Ce qui ferait, d'après cette projection, ce qui n'est qu'une projection, puisque je vois 3 millions d'emprunts en 2025. Pour le moment, ce n'est pas ce que j'ai prévu. Mais bon, 3,5 millions en 2026, 2,5 millions en 2027 et 2,5 millions en 2028. Voilà, déjà sur 2025, on peut déjà être rassuré, on n'aura sans doute pas besoin de 3 millions d'euros. Alors bien sûr, les orientations, ce sont les nôtres, c'est ceux que nous avons travaillés. Chacun peut avoir donc des avis différents et on est ici justement pour en discuter. Donc, dans le cadre du débat, naturellement, je vous cède la parole. Merci, monsieur le maire. Bien, écoutez, avant de débuter l'analyse du rapport d'orientation budgétaire, dont nous remercions monsieur Sass pour sa présentation, nous souhaitions revenir en quelques mots sur l'action de votre majorité en 2024. La taxe foncière a augmenté de 9,5%, une des plus fortes hausses dont la presse nationale s'était en son temps faite l'écho. Alors, moi je ne suis pas un grand spécialiste, contrairement à M. Sass, de ces tableaux financiers. Et donc, j'ai regardé comme j'ai pu les recettes de fonctionnement. Et j'ai remarqué que les impôts locaux ont rapporté 1,7 million d'euros de plus en 2024 qu'en 2023. Et que d'après les projections que vous avez effectuées, leur progression sera en 2025 de 100 000 euros de plus. Donc, sur 2 années, si on se fie aux chiffres, on aura eu 1,8 million d'euros de plus. Donc, ce que je voulais savoir, c'était d'où proviennent ces 1,8 million d'euros. Est-ce que c'est uniquement l'augmentation de la taxe foncière? Est-ce que c'est l'augmentation d'un certain nombre de bases imposables? Enfin bon, voilà. On vous demandera des explications et je suis sûr que vous m'en donnerez. Ensuite, ce que l'on veut dire, ce qui a été un petit peu marquant pour nous en 2024, c'est la décision que vous avez prise d'abandonner la construction d'un nouveau complexe sportif, ce qui pourtant était une promesse de campagne. On l'a déjà dit, je le répète, c'est quand même la vision pharaonique que vous en aviez qui, pour nous, explique en large partie ce manquement que vous avez fait à la parole donnée aux Vambrocitains. Et nous y reviendrons un petit peu plus loin, puisque en fait, on s'aperçoit que donc il n'y a plus de salles, plus de complexes sportifs, donc il y a la nécessité d'essayer de faire quelque chose. Alors, écoutez, plutôt que d'avoir une politique avec une vision un petit peu moyen-termiste, à minima,
eh bien, vous mettez en place une politique de bout de ficelle avec une extension de la salle billet dont on ne sait pas exactement ce qu'elle donnera. Bon. Qu'est-ce qu'on peut dire encore sur 2024 ? C'est que l'essentiel des dépenses, même si elles n'ont pas été totalement payées, puisque, comme vous l'avez dit, M. Sass, on a eu des retards dans les travaux, donc 5 millions d'euros environ sont allés à un investissement dont on l'a déjà dit, qui pour nous était discutable, le reste d'ailleurs, mais maintenant, bon, c'est fait, donc on ne va pas détruire la mairie. Mais ce n'était pas l'urgence. L'urgence, c'était effectivement soit un complexe sportif, soit un bâtiment permettant aux citoyens de se retrouver et d'échanger. Vous avez choisi la mairie. Pour nous, vous avez eu tort. De plus, et ça a été un petit peu rappelé par René Debergue lorsqu'il s'étonnait de l'esthétique du futur ascenseur. Alors moi, je ne suis pas un spécialiste non plus de la construction, mais je m'étonne un petit peu. J'aimerais savoir si c'est cette couleur marron qui va rester pour la mairie. Voilà, peut-être que c'est simplement intermédiaire, c'est une étape, j'espère en tout cas, parce que c'est pas très beau. En tout cas, c'est ce que beaucoup de Vambrocitains nous ont dit. Enfin, bon, après, vous aviez raison, monsieur le maire, les goûts et les couleurs, finalement, il n'y a que ça qui se discute. Donc, on est d'accord là-dessus. Après, mais bon, peut-être que vous allez me dire que vous ne pouvez pas le faire actuellement parce qu'il y a encore des travaux, j'en sais rien. Mais toujours est-il que le parking derrière la mairie, dont c'était une promesse de campagne de l'ouvrir au public, en tout cas à minima le week-end, il n'est toujours pas ouvert. Alors bon, peut-être que vous êtes de ceux, je dis peut-être, je n'en sais rien, vous êtes peut-être de ceux qui pensent que les promesses n'engagent que ceux qui y croient. Bon, voilà, c'est comme ça. En juin, qu'est-ce qui s'est passé au mois de juin ? Eh bien, au mois de juin 2024, sans concertation, c'est une habitude, bien sûr, vous décidez de piétonniser le port, sans attendre le début des travaux quai de l'Écluse, qui, je suis d'accord avec vous, vont entraîner de facto une fermeture temporaire de cet axe. Face à l'opposition générale, tout le monde était contre. Bon, vous suspendez cette décision, vous la reportez, et finalement, la piétonnisation aura probablement lieu 1 an plus tard, puisque j'ai eu l'impression que les travaux commencent quai de l'Écluse. Bon, donc on verra bien. Mais enfin, encore une fois, on constate que le terme démocratie locale, c'est peut-être un gros mot pour vous. C'est triste. Un autre commentaire, c'est toujours sur ce port, qui est un élément effectivement extrêmement structurant, extrêmement différenciant de notre ville, qui en fait notamment un de ses atouts, c'est ce que voulait Daniel Janssens, c'est le marché du vendredi après-midi. Alors, ça ne me fait pas plaisir de dire que ce marché est un échec, mais c'est quand même un constat. Sa conception, pour nous, est totalement à revoir. Les objectifs que la ville lui assigne sont à redéfinir. Par exemple, quels sont les éléments différenciants qui pourraient permettre sa relance en termes de produits, d'authenticité, de convivialité, de terroir, par exemple, en termes de finalité touristique, artisanale et ou populaire. Pour nous, une réflexion approfondie doit être engagée pour sauver ce marché de plein vent, squelettique aujourd'hui et qui se meurt à petit feu. Naturellement, tout dans votre action, monsieur le maire, n'est pas négatif, fort heureusement. Nous tenons d'ailleurs à remercier le personnel communal dans son ensemble pour son engagement à servir Vambrochy. Les travaux réalisés à la crèche des Petits Troubadours, tout comme la réhabilitation du réseau d'éclairage public, vont dans le bon sens. La création d'une plate-bande végétale en face de l'église, également. Pour autant, nous regrettons, et nous l'avons déjà dit à de nombreuses reprises, votre manque de vision pour notre ville.
vous vous contentez de réaliser, et encore imparfaitement, les projets conçus par votre prédécesseur, que vous ne vous privez pourtant pas de critiquer, alors que plusieurs membres de son ancienne équipe, dont votre premier adjoint, en ont fait partie plus de 20 ans, à la même place d'ailleurs, pour ce qui concerne ce dernier. Cette rétrospective terminée, nous pouvons nous tourner vers l'année qui démarre. Contrairement à nombre de maires dans toute la France qui ont décidé, par souci de préservation des deniers publics, de ne pas faire de soirée des vœux, se contentant souvent d'une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux. Vous avez organisé une réception le 13 janvier dernier en grande pompe, salle Val. Alors non, nous n'avons pas voulu y assister parce que nous ne sommes pas d'accord avec ce gaspillage d'argent public destiné à votre communication personnelle alors que l'heure est aux économies. Non, nous n'avons pas voulu y assister dans une salle de sport bien chauffée, alors que, comme l'a rapporté La Voix du Nord, et comme vient de le rappeler M. Sass, le président du club de badminton de Vambrochy-Marquette, a été contraint de recevoir les joueurs venus pour un tournoi régional, salle billet, où la température dépassait à peine 9 degrés, parce que vous avez, selon ses propos, décidé de couper le chauffage depuis l'hiver 2022-2023. Pour un prof de sport, c'est tout de même une étrange conception que la vôtre. Nous ne vous posons même pas la question de savoir combien a coûté la cérémonie des vœux, vous saurez en minimiser le coût. C'est donc totalement inutile. De l'argent pour les vœux, mais pas pour illuminer un petit peu le centre-ville à Noël, y mettre un simple sapin. Bon, c'est bien triste. Ceci étant dit, venons-en au rapport d'orientation budgétaire. Là encore, tout est fait pour ne livrer au groupe d'opposition que des miettes d'information, le strict minimum. J'ai le souvenir, puisqu'on parlait de souvenirs d'un mandat précédent, j'ai le souvenir, Monsieur Sass, que vous ne vous contentiez pas de faire un rapport d'orientation budgétaire sans aucun chiffre, comme vous le faites aujourd'hui. À l'époque, vous donniez tous les chiffres. Ce n'est plus le cas. Voilà, je le constate et je ne sais pas pourquoi. Pour ce qui concerne donc les grandes masses financières, là encore, vous allez peut-être me reprendre et peut-être ai-je fait des erreurs de lecture. Enfin, si, comme vous l'avez dit, les dépenses de fonctionnement évoluent peu, fort heureusement d'ailleurs, écoutez, les dépenses d'investissement explosent en 2025, passant de 4 millions d'euros, j'ai arrondi, de 4 millions d'euros en 2024 à presque 8 millions d'euros en 2025. Donc là, on a quasiment un doublement des dépenses d'investissement. Dans le même temps, le déficit financier se creuse dès 2026. Alors, on a beaucoup de mal, si vous voulez, en tout cas moi j'ai beaucoup de mal à comprendre ces projections jusqu'en 2028. Bon, est-ce que monsieur le maire préempte le prochain mandat, est tellement sûr d'être réélu qu'il nous fait part des chiffres jusqu'en 2028, peut-être même jusqu'en 2042 ? Je n'ai pas tout à fait compris si le déficit financier, il faut le calculer en cumulé jusqu'en 2028. Donc, si c'est en cumulé, c'est plus de 12 millions d'euros. Mais vous allez, là encore, probablement rétablir une erreur que je peux faire. En parallèle de tout ça, de tous ces chiffres, de 4 millions d'euros d'investissement en 2024, 8 millions d'euros en 2025, bon, en parallèle, les choses se font naturellement, vous me direz. Le taux d'endettement s'envole. On passe de 39% de taux d'endettement en 2024 à 77% de taux d'endettement en 2026. La ville supporte un endettement de 5,2 millions d'euros en 2024 pour arriver, là encore on ne sait pas comment, on ne sait pas d'où vient ce chiffre, à 13, presque 14 millions d'euros en 2028. Bon,
Donc, si on peut résumer, et si j'ai bien compris, et je ne vous en voudrais pas si vous rétablissez mes erreurs, un déficit qui double en 3 ans, un endettement qui triple en 3 ans. Ces chiffres, je vous avoue que pour moi, ils sont difficiles à comprendre. C'est un peu présomptueux, c'est sans compter sans la vigilance des Vambrocitaines et des Vambrocitains qui n'ont pas oublié vos faux pas depuis le début de ce mandat. Donc, bon. Alors pourquoi cette situation fantaisiste mais inquiétante? Pour réaliser quoi? Eh bien, en ce qui nous concerne en tout cas, nous ne voyons aucun projet structurant, ambitieux pour notre ville. Vous évoquez, vous venez de le faire d'ailleurs, Monsieur Sass, quelques minutes avant que j'intervienne, vous évoquez, sans donner aucun détail financier, parce que vous estimez sans doute que l'opposition n'a pas à n'être informée, hein, peut-être que vous manquez de considération pour elle, ça c'est un autre débat. Donc vous évoquez, sans qu'on sache, alors là vous avez donné quelques chiffres pour 2025, bon, les travaux liés à la Fondation Ledoux, ceux concernant l'ancien hôtel de ville, l'extension de la salle Billet, ou encore la rénovation thermique de l'hôtel Ferry, de l'école Ferry, pardon. Est-ce que c'est tout ça qui se monte à 7,6 millions d'euros? On n'en sait rien. Peut-être que vous allez un jour ou l'autre nous dire quelle est la répartition financière pour chacun de ces chantiers. En tout cas, et je le redis, pour nous, l'extension de la salle Billet n'est qu'un pis-aller, une rustine sur une jambe de bois sportive qui boite, hein, et qui souffre des manquements à la parole donnée. Ce dont notre ville a besoin, c'était d'abord d'un complexe sportif et pas d'une mairie rénovée, pas d'une réparation de bouts de ficelle qui ne satisferont personne. Parce que oui, on va peut-être mettre les pongistes, on va peut-être mettre les uns, on va peut-être mettre les autres, mais l'ensemble ne va pas être cohérent et fluide. Restaurer la façade de la Fondation Carlos Ledoux était nécessaire, nous en sommes parfaitement d'accord. Mais je vous le dis, créer un mini-parc en lieu et place des préfabriqués, en évoquant la nécessité de porter une renaturation du centre-ville, ça n'est qu'un jeu de dupes, ça n'est qu'un jeu d'ombre. Hein. Daniel Jansens a créé un magnifique arboretum, et vous le savez tous, qui fait la fierté de Vambrochy dans le parc de Robert-Sarre. Nous n'avons nul besoin de créer ce mini-parc. Nous ne sommes pas dans la situation de centre-ville urbain ultra minéralisé. Nous avons un poumon vert magnifique à 200 mètres du centre-ville. Donc, à la place de ces bâtiments en préfabriqué, c'est des lieux, encore une fois, où les citoyens peuvent se retrouver. Voilà ce que nous souhaiterions pour notre ville. Pour ce qui concerne la rénovation thermique de l'école Ferry, nous soutenons cette décision, tout comme ce qui a trait à la modernisation du réseau d'éclairage public. Voilà en gros ce que je voulais dire et je vous laisse naturellement répondre si vous le souhaitez. Je vais d'abord donner la parole à l'autre groupe. N'est pas... Non, très bien. Monsieur Sass, je vous laisse répondre sur 2-3 points et ensuite... Voilà, je réponds sur quelques points qui me sont directement attribués. Bon, on va commencer par la fiscalité locale, directe. Là, je ne sais pas où vous avez été chercher vos chiffres, parce que le tableau qu'on a si tu peux revenir sur le tableau, qu'on a projeté et qu'on vous a remis, la fiscalité locale, elle passe de 7 51 en 2023 à 7 800 en 2024, à 7 990 en 2025, à 8 71 en 2026, à 8 150 en 2027. Alors, je ne vois pas du tout où vous avez été trouvé une augmentation d'1 800 000 entre 2024 et 2025. Hein, mais bon. Bon, ça, c'est la première chose. Bon, vous nous reprochez de ne pas réaliser
le complexe sportif. Vous nous reprochez aussi de faire la mairie. Écoutez, je suis désolé, mais la mairie, elle n'a pas été lancée en 2020. Elle a été lancée bien avant. Et puisque vous revenez sur Daniel Janssens, qui a fait de très belles choses, et j'en suis tout à fait convaincu, après en avoir travaillé quand même 25 ans avec lui, la mairie, c'est son idée, c'est pas celle de notre maire, hein, je suis désolé. La couleur marron, c'est lui aussi. Donc, moi, je veux bien qu'on nous critique, mais il ne faut quand même pas oublier ce que vous avez voté, vous, de 2014 à 2020. Hein. Alors, on nous reproche, bien sûr, c'est facile, le complexe sportif. Alors, on nous reproche de ne pas faire le complexe sportif, mais on nous reproche aussi de gonfler l'endettement. Alors moi, je veux bien. Alors, si vous avez des idées, moi, je les prends. Hein. Non, si mais vous avez des Monsieur idées Sass, vous ne faites pas le complexe sportif, vous ne le faites pas, vous ne le faites pas, et vous gonflez l'endettement. C'est là où le bas blesse. Ben, Allez, je peux me permettre, monsieur Sass ? Allez, vas-y. Alors, je vais essayer de revenir. Bon, je ne vais pas revenir sur beaucoup de choses parce qu'il y a beaucoup de choses qui n'ont rien à voir avec le débat d'orientation budgétaire, pardonnez-moi. Hein. Bon, je m'aperçois que vous tournez en boucle sur toujours la même chose. Bon, après, c'est tout. J'ai expliqué 30 fois ou 40 fois même le pourquoi du comment. Je ne vais pas revenir là-dessus. Parce que bon, je l'ai déjà fait. Si vous voulez, vous relisez les anciens comptes rendus de conseils municipaux. Vous allez tout retrouver dedans. Il n'y a pas de souci. Alors, vous me parlez des salles, quand même, j'aimerais répondre par rapport à ça. Vous savez, la mairie, comme vient de dire M. Sass, c'est un projet qui a été lancé en 2016, qu'on a repris. Il y avait eu beaucoup d'argent de dépensé dedans. Je pense que si je n'avais pas poursuivi ce projet, vous m'auriez reproché de ne pas l'avoir fait. Vous savez, c'est facile d'être assis sur la chaise de l'opposition où finalement on porte un regard qui est un peu biaisé et on se dit, moi, si j'avais... Enfin, même pas, vous dites pas si j'ai été à votre place, j'aurais fait ça, vous faites que critiquer sans finalement proposer de solution. Mais c'est un rôle d'opposition, pas de minorité, c'est bien dommage. Vous savez, en 2020, vous m'aviez assuré que vous alliez faire partie des minorités, être force de proposition. J'ai jamais eu l'occasion de pouvoir discuter avec vous sur une quelconque proposition. Moi, ce que je vois de vous, c'est finalement que des critiques, ça c'est bien dommage. Mais bon, c'est pas grave. En tout cas, cette vision moyen-termiste que vous m'accordez, non, j'ai une vision long-termiste pour Vambrechy. Vous voulez savoir, vous dites que je ne sais plus comment vous avez dit sur... Voilà, je le dis officiellement, M. Delcroix, vous pouvez le noter, je serai candidat en 2026 aux élections municipales à Vambrechy et je compte bien mettre en œuvre la vision à long terme que j'ai pour le Vambrechy de demain. Et je parlais tout à l'heure d'anticipation. Dis donc, je suis inquiet quand je vois à quel point vous creusez le déficit. Si ça ne vous ennuie pas, monsieur Spadavecchia, je poursuis. Bien sûr. Donc vous dites la mairie n'était pas l'urgence. Aujourd'hui, moi je pense aux agents qui demain vont travailler dans cette mairie. Leurs conditions, elles étaient vraiment pas bonnes. Il y avait des fuites. J'ai des photos pour montrer. Demain, on va avoir des personnes qui vont être accueillies par des agents qui seront dans des bureaux lumineux, spacieux. Et encore une fois, vous le dites, j'ai poursuivi effectivement le projet de Daniel Janssens. Je n'ai pas honte de le dire, vous savez. Moi, Daniel Janssens, c'est une personne pour laquelle j'avais le plus profond respect. Il a fait de Vambrechy ce qu'est Vambrechy aujourd'hui. Les choix politiques de l'époque ont été portés sur le tourisme, sur le patrimoine. Effectivement, j'ai ça en commun avec lui. J'ai un profond attachement à ma ville. J'ai un profond attachement au patrimoine. Ce patrimoine, il nous faut le conserver. Effectivement, le complexe sportif, on va pas l'annuler, on va le déporter. Mais aujourd'hui, je pense qu'il est plus intéressant d'entretenir le patrimoine que l'on a avant de construire un nouveau patrimoine. Je m'explique. Tout à l'heure, vous parliez... alors, M. Sass disait une inondation. C'était de la condensation, M. Sass. Permettez-moi de corriger cela. Il y a effectivement de la condensation et il y a des fuites à la salle Billet. Donc, on va réparer ça. Il n'y a pas de reproche dans tout ça. Je veux dire, effectivement, on a mis
88% du budget de ces 15 dernières années. Et c'était un choix politique. Et il n'y a pas de souci, il faut l'assumer parce que c'était un choix courageux. Et s'il n'y avait pas eu ce choix de fait à l'époque, Wambrechy ne serait pas Wambrechy. Et ça, je le salue. Mais effectivement, le fait d'avoir investi massivement dans la culture, quand je dis dans la culture, Mme Galland, on y voyait naturellement... elle est partie. Pardon. Je profite de le dire alors. Le fait d'avoir investi massivement dans la culture, c'était le choix de l'époque, le bon choix. Mais le fait d'investir dans cette partie politique a fait qu'il y a eu des investissements moindres qui ont été faits sur les autres patrimoines. Et aujourd'hui, c'est ce que nous faisons. Nous nous attachons à investir, on peut le dire, à investir dans notre patrimoine. Donc aujourd'hui, c'est la couverture de billets avec une extension pour y placer les activités de tennis de table et puis de taekwondo, peut-être d'autres. Une fois que l'éclairage public que vous soutenez, et je vous remercie de soutenir le travail qu'a fait M. Lecourt pendant ces 5 années et qu'il poursuivra, je l'espère, plus tard, mais en tout cas pas sur l'éclairage public, puisque l'éclairage public, on arrive dans la phase 5 et bientôt tout sera terminé. On s'attaquera au complexe sportif Foual et Prévost, de manière à ce que les associations qui évoluent dans ces complexes puissent avoir des conditions optimales, parce que vous n'êtes pas sans savoir que ces 2 salles fuient. Le fait d'avoir des fuites, ça provoque des modifications dans les structures. Vous savez, quand il y a l'eau qui coule dans les murs et qu'il y a du gel comme on peut avoir aujourd'hui, les murs se fissurent, etc. Donc il y a ces 2 toitures à changer. Ça, c'est la phase que nous ferons après l'éclairage public. C'est quand même 300 000 € qui sont mis annuellement dans l'éclairage public et qui seront mis par la suite dans les autres salles. Et puis, une fois que notre patrimoine sera réhabilité, à ce moment-là, on pourra s'attacher à voir la construction d'un nouveau complexe sportif. Donc non, il n'est pas annulé, il est remis. Aujourd'hui, vous savez, si on avait construit ce complexe sportif, allez, on va dire que le basket ou le hand, peu importe, c'est les 2 utilisateurs principaux des salles Wall et Prévost, auraient eu, l'une ou l'autre en tout cas, un nouveau complexe sportif. Ça aurait été super. Par contre, donc on aurait mis un peu de sous quand même, parce que vous savez, vous dites pharaonique. Il y a une chose que vous n'avez pas parlé, M. Sass n'en a pas parlé non plus, c'est le décret tertiaire. Le décret tertiaire nous oblige, dans les années futures, à travailler sur tous nos bâtiments pour qu'ils soient le moins énergivores possible. Donc vous savez, si on avait construit, on aurait pu sortir un complexe à 4 millions, 5 millions, 6 millions. On l'aurait construit en briques, mais on aurait eu des frais de fonctionnement qui auraient été pharaoniques, eux. Et qu'est-ce que vous m'auriez dit, M. Spadavecchia ? Vous m'auriez dit, voilà, vous avez fait un truc cheap, et le fait de faire un truc cheap, voilà, ça nous coûte des sous. Donc, les architectes, si vous voulez, eux, prennent en compte tous les textes de loi, notamment ce décret tertiaire. Et ils nous ont dit, afin que dans 10 ans, vous soyez obligés de refaire des travaux sur votre nouveau complexe sportif, nous vous conseillons de faire quelque chose qui soit tout de suite qualitatif, vertueux en termes d'écologie. Et c'est ce que nous avions prévu, sauf qu'en France, c'est malheureux, mais en France, quand vous construisez quelque chose de vertueux, ça coûte 3 fois plus cher que quand vous construisez quelque chose de pas vertueux. Voilà. En France, ce qui est bien aussi, c'est que quand vous êtes une collectivité, vous avez le droit de payer 4 fois plus cher que quand vous êtes un propriétaire particulier. Donc voilà. Donc on aurait eu ce complexe sportif tout neuf. On y aurait mis le basket et le hand, ou le hand en tout cas. Et puis l'une des 2 associations nous aurait dit c'est bien, vous avez construit un complexe pour eux, mais maintenant il faut s'occuper, nous, de notre toiture. Oui, mais attendez, là je suis désolé de vous le dire, mais si on a construit un complexe sportif, c'est qu'on pensait que la toiture, tout ça, ça aurait pu vous convenir. Et vous savez bien aujourd'hui que la toiture ne convient à personne. Donc oui, monsieur Spadavecchia, c'est un choix responsable que je fais de m'occuper de notre patrimoine avant d'envisager quelque chose de nouveau. Ça, c'est une vraie responsabilité. C'est un courage politique, ça s'appelle. Voilà. Ça, c'était juste l'aparté. Je ne vais pas répondre à plus parce qu'il n'y avait finalement rien dans votre intervention qui concernait le débat d'orientation
budgétaire. Monsieur Deberg. Je voudrais quand même apporter quelques éclaircissements en tout ce que vous venez de dire, monsieur le maire. Sinon, je ne vais pas bien dormir ce soir non plus. Je vous rappelle que, bon, comme l'a dit Georges, Michel Sass et un certain nombre de membres de votre équipe étaient bien au courant de la situation en 2020, puisqu'ils ont fait campagne avec vous et qui plus est aux finances. Michel connaissait mieux que quiconque, je pense, que l'état des finances. Et il savait très bien que depuis des années, on parlait d'un complexe sportif de l'autre côté, au même titre que de tout ce quartier qui est sorti de terre et qu'il fallait bien prévoir un équilibrage, que ce soit pour les écoles et les sportifs. Moi, ce qui m'a étonné, donc forcément, des gens vous ont cru. Quand j'ai vu les différents projets de salles pour un tel et tout, j'ai dit c'est merveilleux. Et rappelez-vous ma remarque, j'ai dit j'ai l'impression qu'on était au Qatar quand vous avez sorti tout ça. Moi, dans mon projet, il n'était pas question de faire 50 salles, mais au moins d'en faire une belle avec éventuellement un dojo. Ça, c'était clair. Et j'avais tout à fait admis à l'époque, lorsque vous êtes arrivé, de ne pas faire le terrain de football synthétique. Avec l'évolution climatique, on aurait très bien pu prévoir éventuellement de faire le synthétique au terrain d'honneur et de le supprimer. Je l'ai très bien compris et je ne l'ai pas critiqué. Donc ça faisait quand même de l'argent dépensé en moins. Bon, en réalité, on est en 2025, on ne sait pas quand est-ce qu'il va sortir. Et c'est pour ça que j'ai été absolument pour les constructions de la salle Gilles-Alain Billet et les autres pour donner de l'oxygène plutôt que rien du tout. Et ça, je voudrais quand même le remettre au clair parce que aujourd'hui, en 2025, il n'y a toujours pas une première pierre qui a été versée quartier S et j'ai l'impression que c'est pas demain la veille. Alors j'ai entendu tous les frais. Je vous rappelle quand même qu'aujourd'hui, ça fait bientôt 5 ans que vous êtes, je dirais, en poste avec l'adjoint aux travaux que je respecte beaucoup. Il y a un moment, quand on est parti, on n'a pas fait une garantie annuelle, ni biannuelle, ni quinquennale, ni décennale sur les bâtiments existants. Je fais un petit peu référence à la remarque que vous avez vue dans le journal et à un moment, il faudra arrêter de revenir en arrière en disant c'est de la faute d'un tel, d'un tel et un tel, quoi. Donc ça me fait du bien de vous le dire ce soir. Moi, si je peux dire quelque chose, monsieur le maire, parce que je pense que je vais pas bien dormir si je dis pas aussi comme monsieur Deberg. On aura un somnifère à deux. On a été élu, monsieur Deberg, en juillet 2020. Là, quand j'entends votre discours, vous insinuez qu'effectivement, avec un mandat de 5 ans, d'accord, 5 ans dont on a eu la crise Covid. Ça, j'y peux rien, vous non plus. Moi non plus. On a eu la crise énergétique. J'y peux rien, je ne peux rien non plus. On a eu la flambée des matériaux pour les constructions, la promotion, grosse difficulté, même encore aujourd'hui. Merci, monsieur Witterbeck. Mais moi, je me pose cette question. Vous me dites, parce que maintenant, je le prends aussi pour moi, monsieur Deberg. Vous êtes ici depuis 5 ans, vous n'avez pas fait le complexe sportif. Ce qui est vrai. Voilà. Mais est-ce que c'est de ma faute si les toitures... Elle est de quelle année cette salle, la salle Wall, Prévost? La salle Wall, elle était faite avant que j'arrive. En quelle année? La toiture, je n'ai pas les années en tête, mais avant que j'arrive, avant 1994, elle existait. C'est la première salle qui a été faite, et je crois même que c'est moi qui l'ai inaugurée en tant que basketteur. Non, je pense que la salle, les salles ciblées sont au moins de 70-74. Ouais, c'est possible. Honnêtement, je n'ai pas la date en tête. Mais la toiture a déjà été refaite, celle-là, je vous le dis, quand même. Ciblée? Suite à oui, elle a déjà été refaite, avec une partie d'isolation faite par les services de la commune. Ah, bah là, il n'y a pas du tout d'isolation, hein, puisque nous, on a eu la tempête Il y a une partie Eunice, qui a été isolée. J'ai oublié de vous dire aussi. Attendez, si vous voulez me laisser finir, après je vous laisse la parole. Sûr. On a eu la tempête Eunice, et effectivement, on s'est aperçu que la toiture était en fin de vie. Et il n'y a pas de système d'isolation. Il n'y a rien. C'est des plaques. On ira la voir ensemble. Il y a une partie qui est isolée, les services techniques pourraient vous le confirmer. Il y a eu le passage en LED également. Sur le stand de tir. Le stand de tir, vous voyez où? La toiture est de quelle année? Oh, les vieilles, ça c'est vraiment les vieilles. Dans les temps d'éternité, je crois bien d'ailleurs. C'est ça. Je connais quand même. Donc est-ce que vous pensez que c'est notre responsabilité? Je n'ai pas dit ça. C'est ce que j'entends. Mais j'ai pas dit ça. Je le prends comme ça. Vous me parlez pas de... Mais j'ai pas entendu parler de fuite au centre de tir. Vous me le dites là maintenant. Je le prends comme ça. Mais ça le fait 5 ans tir, quand même. Ça fuit aussi. Donc ça fait 3 toitures. D'accord? On va faire effectivement la salle Gilles-Alain Billet, qui est aussi prévue. Donc, monsieur Deberg, excusez-moi, en 5 ans de mandat, on ne peut pas tout faire.
Non, mais je vous écoute, Par je contre, vous moi, entends. Hein. je peux vous faire Je suis simplement revenu sur les promesses que vous avez Par faites contre- qui n'ont pas été tenues. Maintenant, on n'a pas fait une livraison, comme je le disais, avec une garantie Il n'y a décennale pas sur de l'existant. souci. Hein. Mais je ne vous en veux pas du tout, monsieur Deberg. Par contre, moi, ce que je peux faire, comme constat, parce que je suis vambrocitain depuis 48 ans, monsieur Spadavecchia nous fait la remarque des dépenses qu'on va avoir dans les bâtiments, suite que monsieur le maire a très très bien dit sur le décret tertiaire, qu'on prend en charge, puisque c'est un décret qui est passé depuis 2019. Mais entre-temps, entre 2019, vous n'avez pas eu le temps de faire, donc je ne vous reproche rien du tout. Par contre, où je peux vous reprocher quelque chose, c'est que depuis... À vous, devant moi, vous, l'ancienne équipe. Donc, pas moi personnellement. Non, non, Ah, non, d'accord, non, ok. non, non, vous inquiétez pas, monsieur Deberg. Par contre, moi, ce que je peux vous reprocher, c'est qu'il y a une loi qui est passée depuis 2005. Ça fait 20 ans que cette loi est en fait passée. Et je pense qu'à cette époque, c'était M. Spadavecchia qui avait en charge cette délégation. Je me trompe, M. Spadavecchia? C'était quoi déjà? L'accessibilité. L'accessibilité. Alors moi, je peux vous dire, devant vous, que depuis 2005, et quand on est arrivé en 2020, vous n'avez rien fait pour l'accessibilité. On a Je vais laisser fait répondre, monsieur un Deberg. certain nombre de choses. Rien du mais, tout. mais si vous voulez aller sur ce Mais terrain-là... c'est pas non, grave. non, Mais non, mais allez-y, allez-y. je vous dis allez-y, aussi, moi, ce allez-y. que Non, voilà, allez-y. je Ne ressens, vexe ce que pas. je Non, non, perçois. non, monsieur Delcourt, vous avez bien Comment raison. Lecourt, Vous Lecourt. Monsieur Lecourt. Comment Non, non, vous avez bien raison. Mais adressez-vous à monsieur Sass. Parce que monsieur Non. Sass... Non, 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 écoutez-moi. J'irai voir M. Non, Sass non, ce non, soir. mais moi je vous réponds. Il y a Vous pas de m'avez- souci. vous m'interpellez, Il y je a vous pas de réponds. souci. Je vous réponds. À chaque Allez-y. fois que je voulais faire des choses pour l'accessibilité, monsieur Sass, et c'était lui qui disait non, parce que soi-disant ça ne rentrait pas dans le budget. Et là je t'accuse, Michel. Je t'accuse nommément. C'est toi qui as empêché la mise en œuvre Bon, de la c'est pas grave. politique d'accessibilité à Vambrechy. On s'en charge. Ce Contrairement à n'est ce que pas vous grave, dites, monsieur monsieur Spadavecchia. Lecourt. C'est tout ce que je veux vous dire. Vous êtes un drôle de type, hein, parce que non du Dieu, dans les APCP, on mettait 50 000 balles tous les ans et vous les preniez jamais. Ben, bien sûr, on C'est peut pas grave, ressortir Michel. les documents, parce que ça, on les a, les documents. Hein. Michel, Parce que dire n'importe quoi, c'est facile devant un micro, mais il faut assumer quand même quand on fait rien du tout, il faut quand même le reconnaître. Hein. Michel, Je s'il te dis plaît, et je maintiens. je vais reprendre, s'il vous plaît. Et par contre, comme disait tout à l'heure M. Spadavecchia, qui disait très bien que notre conseil, enfin notre équipe donne que des petites miettes, ben, je vais vous dire un truc, M. Spadavecchia. Avant de dire ça, il faut être présent aux commissions. Vous n'êtes jamais présent aux commissions. Il y a combien, Donc, de gens, c'est il y a normal. combien de gens de votre équipe qui ne sont pas là Mais aujourd'hui? je ne parle pas d'eux, je parle de vous. C'est vous qui avez Hein dit que vous avez des petites miettes. Moi, je vous dis, il faut venir déjà aux commissions. De quoi vous me parlez, monsieur Lecourt? Bah, Vos commissions à avec, l'heure- avec tout des à ordres l'heure, du vous jour où avez on dit, ne parle strictement de Nous, rien. Et l'opposition, vous allez on nous a faire des croire petites que c'est miettes, ça la démocratie. on n'a rien Vous comme allez nous info. faire croire que c'est ça, Ça la fait, démocratie. monsieur, Arrêtez, monsieur mais Lecourt, criez je vous pas, en prie. mais Ne criez vous pas. ridiculisez pas. Je vous en prie. Gardez votre calme, s'il vous plaît. Non, non, mais On est en train de Non, débattre. non, 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 mais je vous laisse pas vous êtes en m'attaquer train de comme vous ça. énerver, là. Ah, je m'énerve pas du tout. Ben si. Je vous dis simplement que prendre votre doigt, monsieur l'opposition Spadavecchia, comme s'il vous le plaît. faites, C'est de la po- non, comme vous je le veux pas avoir faites. votre doigt, monsieur Spadavecchia. Allez, Pardon messieurs, dames, s'il vous plaît. Baissez on votre va- doigt. Non, attendez. Et pour finir, Oui, nous je allons vous écoute, aussi... je vous écoute. Je peux aussi le dire. Hein. Allez. Je suis aussi au CIVOM. Donc, CIVOM, vous savez ce que c'est le CIVOM? Ouais. Ça fait 3 ans que je ne vous ai pas vu. Je suis pour la dissolution de cette structure, Eh ben, monsieur. Il faut venir Une quand même. structure qui ne Il faut qui ne voter quand permet même, qu'à monsieur des Spadavecchia. élus de toucher Mais des il faut quand même voter, indemnités, monsieur Spadavecchia. toucher des indemnités et de faire une ligne d'impôt supplémentaire pour les Vambrecitains. Voilà ce que je veux vous dire. Très bien. Merci pour votre écoute. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres remarques sur le DOB, débat d'orientation budgétaire? Donc il n'y a pas de... Oui, il y a un vote, voilà, actant le fait qu'il y a eu un débat très constructif sur ce débat d'orientation budgétaire. En tout cas, monsieur Sass, je tiens à vous remercier
pour le travail que vous avez fait. Je remercie également M. Van Outrive et Mme Delbecq, naturellement, qui nous accompagnent sur les finances de la ville, qui sont, mesdames et messieurs, je vous le dis droit dans les yeux, bien gérées. Je voudrais apporter une toute petite précision. Des chiffres, j'en donne tout le temps, mais pas ici. On le donne lorsqu'on vote le budget. On ne vote pas le budget aujourd'hui, on est sur une orientation budgétaire. Je ne vais pas aller vous citer tous les chiffres du budget. Le 21, le 22, le 23, ils sont presque terminés, mais je ne vais pas vous donner les chiffres aujourd'hui. Ce n'est pas l'ordre du jour. L'ordre du jour, c'est un débat d'orientation budgétaire. Quelles sont nos orientations? Ce n'est pas la définition, ce n'est pas nous vous dire la liste des achats qu'on va faire, la liste des travaux qui vont être faits. C'est une orientation. Voilà, donc mesdames et messieurs, grand merci. On va voter sur le fait que c'est bien acté, qui vote que ce débat a bien eu lieu, c'est la tradition. Vous pouvez lever la main, sauf si vous... Voilà, merci. Très bien. Bah, écoutez, on va terminer sur une note positive. Monsieur Six, 0-0 pour le moment. Voilà. Je vous souhaite à tous et à toutes une bonne soirée. Avant de conclure, je vous passe les décisions qui ont été prises depuis le dernier conseil municipal. Je vous souhaite à tous une bonne soirée, de bonnes vacances si vous en prenez. Naturellement, me vient maintenant, c'est important, le moment de remercier Madame Van Kortenbosch, ma directrice générale des services, Monsieur Van Outrive et Madame Delbecq, je l'ai déjà dit, pour la tenue des comptes de la ville avec Monsieur Sass. Monsieur Gautran, merci beaucoup pour votre professionnalisme. Monsieur Boulan, mon collaborateur de cabinet, ils sont tous ici présents. Madame Depeau, je vous remercie de loin pour la rédaction des comptes rendus, à la fois des commissions et puis de ce conseil municipal. Je remercie, je l'ai dit tout à l'heure, Monsieur Delcroix, présent ici pour la Voix du Nord. Je remercie Mesdames Lemire et Broda pour la traduction en langue des signes. Monsieur Villerval, Franck, un grand merci pour la logistique et l'installation de la salle. Monsieur Razemont pour la diffusion de ce conseil municipal, et à vous tous et toutes qui nous ont suivis sur la page Ville de Vambrochy. Celle-là, elle ne désinforme pas, elle informe. Merci beaucoup, je vous souhaite à tous de bonnes vacances.